présent, voyons en quoi le pétrole fut le moteur de l'histoire du XXe siècle. Manche de brosse en plastique. Pétrole. Rouge à lèvres. Étui. Pétrole. Vernis à ongles. Tablette. Flacon. Pétrole. Manteau imperméable. Pétrole. Page de nylon. Pétrole. Feu rouge. Non, n'exagérez pas. Il a fallu plus de 500 millions d'années à la nature pour créer le pétrole et moins d'un siècle à l'homme pour l'épuiser. Entre-temps, il a assuré la prospérité et la fortune de l'Occident. Il a été l'enjeu des guerres et des manipulations les plus inavouables. Quel a été son rôle exact et de quel poids ces manipulations ont-elles pesé sur l'histoire du XXe siècle? Tout commence en 1859 en Pennsylvanie. Des milliers de prospecteurs se ruent à la recherche de l'or noir, un produit nouveau qui doit remplacer l'huile de baleine devenue trop chère pour s'éclairer. Les prix montent et s'effondrent au gré des découvertes. Parfois le pétrole coûte moins cher que l'eau. Il ne fait pas la fortune de ceux qui l'exploitent, mais uniquement de ceux qui le transportent et le vendent. Notamment celle d'un obscur comptable de l'Ohio. Rockefeller regarde ça et il va s'imposer avec une idée de génie en disant « Moi, je veux un pétrole qui est une qualité standard. Vous pouvez être sûr que vous trouverez partout un pétrole lampant de la même qualité, d'où le nom de Standard Oil. » Et donc, il envahit l'ensemble des États-Unis et la Chine et bien plein d'autres pays. Le gouvernement des États-Unis, grâce à ses consulats de par le monde, a aidé à promouvoir la vente de pétrole lampant pour l'éclairage. Ils y ont passé beaucoup de temps. Les consuls locaux organisaient des démonstrations commerciales dans les villes et les campagnes pour vous expliquer comment vous procurer ces lampes et combien elles étaient extraordinaires. On vous donne la machine à café pour rien, et puis ensuite il faut mettre des petits trucs dedans. Ben, c'est Rockefeller qui a inventé ça. Hein? Alors vous avez bien ça. Aujourd'hui, on dit, voilà, vous avez une machine à café, oh, elle est pas chère, 50 €, 60 €. Derrière, il faut prendre les petites doses, vous mettez ça, c'est magnifique, c'est un café extraordinaire. Ok, très bien. Mais il a fait la même chose. C'est-à-dire que il dit aux gens, pour vous éclairer, il faut les lampes à pétrole. Ça va être magnifique pour vous. Très bien, parfait. Et par conséquent, la lampe à pétrole, elle est quasiment pour rien. Voilà, qu'à la limite, on installe les lampes à pétrole chez les gens. Alors, vous avez une lampe à pétrole, voilà. Et cette lampe à pétrole, elle marche avec un pétrole lampant standard, comme vous dites, standard oil, standard, et vous l'achetez dans les boutiques qui permettent de faire marcher la lampe. Si vous prenez un autre pétrole, vous verrez, hein, mais bon, avec le mien, ça marche. Il laisse tomber toute la part de recherche du pétrole, première exploitation du pétrole. C'est souvent le fait de fermiers, hein, qui bricolent, parce que au début, c'est pas des gisements profonds, choses comme ça. Et Rockefeller va devenir un commerçant qui va leur acheter leur production pétrolière. Et là, à partir de là, c'est lui qui va faire les prix du pétrole brut. Hein. Sur les champs de pétrole, il va y avoir la petite cabane en bois de la Standard Oil qui achète le pétrole. Et tous les matins, le fonctionnaire cravaté de la Standard Oil va arriver sur la cabane en affichant le prix affiché. Aujourd'hui, on achète le baril à 1,5 $ ou 2 $ ou 3 $. D'une certaine manière, l'ascension de Rockefeller préfigure le capitalisme du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que d'une part, il est responsable de l'émergence non pas d'une simple compagnie pétrolière nationale, mais de ce qui est devenu une compagnie pétrolière mondiale. Bien sûr,
Nous pensons que la mondialisation du capitalisme est un pur produit de la période de l'après-guerre, ou peut-être des années 60. Mais, de toute évidence, ses origines sont bien plus lointaines. Et dans ce contexte, Rockefeller fut très tôt un modèle. D'autre part, c'était un négociateur sans scrupules, tout comme Donald Rumsfeld, qui passait des accords avec Saddam dans les années 80 pour garder les puits ouverts. L'histoire du pétrole au Moyen-Orient, qui a toujours été une affaire d'entente plus ou moins crapuleuse, est annoncée par Rockefeller, qui, dès le début du XXe siècle, était déjà un maître en la matière. En 1900, la Standard Oil contrôle plus de 90% du volume de pétrole raffiné aux États-Unis. Ses armes, le chantage et la spoliation que dénoncent les caricatures. L'opinion s'en inquiète. L'essor de l'électricité met en danger le marché du pétrole lampant. Mais en 1907, l'empire de Rockefeller est sauvé par celui naissant d'Henry Ford. Les premières voitures de série sortent de ses usines. La Standard Oil se convertit à l'essence. Les premières automobiles sont destinées non pas aux villes, mais à la desserte d'une agriculture avec des gros moyens, hein, qui jusque-là avait des escadrilles de chevaux, puisque les premières machines agricoles, qui existent depuis longtemps aux États-Unis, sont tirées par des cavaleries de 40-50 chevaux. Hein. Bon. Alors, on va voir apparaître les premiers tracteurs à essence, puis les premières automobiles qui sont, vous voyez, les premières Ford qui sont hautes sur pattes, là, pour passer dans des ornières, etc. Donc, à un moment, on a le bon produit. Et le bon produit, pour l'automobile, c'est le pétrole. Ce que je dis simplement, c'est que, alors que pour l'éclairage, il est clair que le pétrole lampant n'est pas le bon produit et que l'électricité est le bon produit, pendant le même temps, le pétrole trouve la capacité de développement exponentielle grâce à l'automobile. En 1911, au terme d'une bataille juridique impitoyable, le Congrès américain adopte une loi antitrust qui vise directement la position dominante de la Standard Oil. Rockefeller trouve la parade. Il fragmente son empire en plusieurs sociétés, toutes dirigées par des hommes de paille. Standard Oil of New Jersey, Standard Oil of California, Standard Oil of Indiana, etc., etc. Puis la Standard Oil, une fois qu'elle est démantelée en 1911, il faut bien qu'elle trouve un autre terrain d'expansion. Et à ce moment-là, elle va réaliser que le monde hors États-Unis est un formidable terrain pour elle. La Standard Oil part à la conquête de l'Amérique du Sud, Mexique, Venezuela. Elle use de tous les moyens auprès des petits propriétaires et de leur gouvernement pour s'emparer des terrains susceptibles de recéler du pétrole. Au début du siècle, l'industrie du pétrole est d'abord une affaire d'aventuriers, manipulée par des prédateurs. La course au pétrole devient rapidement un enjeu mondial. Alors qu'un négociant, Marcus Samuel, spécule sur le pétrole russe de Bakou, un homme d'affaires hollandais, Henry Deterding, s'implante en Indonésie. Tous deux créeront le groupe hollandais, la Royal Dutch Shell, qui va devenir le principal concurrent de Rockefeller. La Grande-Bretagne ne dispose pas de pétrole, mais elle détient au sein de son empire une chasse gardée, le Moyen-Orient, qui va bientôt se révéler la région la plus riche en gisements. En 1901, un homme d'affaires britannique, William Knox D'Arcy, rachète au Shah d'Iran une concession de 60 ans pour rechercher et exploiter du pétrole dans la quasi-totalité du pays. Il ne mettra jamais les pieds dans cette zone, qui pourtant fera sa fortune. Après plusieurs années de recherches infructueuses, les géologues de Knox D'Arcy finissent par découvrir un gisement prometteur.
à l'époque où on a commencé à forer, on avait un puits correct sur 35 forages, à peu près, hein, 1 sur 35, ce qui est quand même pas beaucoup. On est arrivé, je dirais, à la fin du XXe siècle à 1 sur 7. 1 sur 7. Et puis aujourd'hui, on continue à faire des recherches de tout horizon, etc. On arrive à améliorer cette situation à 1 sur 3, 1 sur 4. Mais c'est tout ou rien. C'est-à-dire que si jamais vous avez dépensé 50, 100, 150, 200, 300 millions de dollars et qu'à la fin, vous trouvez de l'eau, ou vous trouvez, c'est ce qui est le plus fréquent, vous n'avez pas de pétrole, vous refermez et vous partez ailleurs. Vous avez perdu votre argent. Sur les mers, la Grande-Bretagne, première puissance mondiale, voit son leadership contesté par les Allemands et les Américains. En 1911, Winston Churchill prend une décision radicale, équiper la marine anglaise de chaudières à mazout. Le charbon était produit au Pays de Galles et le mazout, il est produit dans le Golfe ou aux États-Unis. Donc, cette décision de Winston Churchill, elle amorce ce qu'on appelle maintenant la dépendance pétrolière. Hein, on remplace un matériel produit, une ressource produite nationalement par quelque chose d'importé. Pourquoi Winston Churchill a fait ça? Il a fait ça parce que c'était la suprématie du moteur à mazout par rapport au moteur à charbon. En basculant au mazout, la marine anglaise devenait plus rapide que la marine allemande. Donc se doter d'un avantage stratégique majeur. Pour protéger ses intérêts stratégiques, le gouvernement britannique prend une participation majoritaire dans l'Anglo-Persian, qui deviendra plus tard la British Petroleum. Pour acheminer son pétrole vers la Grande-Bretagne, l'Anglo-Persian se lance dans des travaux pharaoniques. La construction d'un pipeline de plusieurs centaines de kilomètres qui doit rejoindre le port d'Abadan dans le golfe Persique. Dès 1913, la raffinerie d'Abadan est la plus grande du monde. Insatiable, l'Empire britannique ne s'intéresse pas qu'à l'Iran. Il lorgne aussi sur l'Irak, alors simple province de l'Empire ottoman. Pour faire un trou dans un sol, il faut l'autorisation du gouvernement local. Et vous avez un contrat de concession vous autorisant à faire un trou. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a du pétrole en Perse. On sait qu'il y en a en Azerbaïdjan, à Bakou. Donc, on suppose que, vu qu'il y en a dans le Caucase et vu qu'il y en a en Perse, il doit y en avoir en Irak. Mais c'est des points d'interrogation. On a des géologues qui commencent à prospecter et qui disent, oui, les terrains nous paraissent favorables à l'existence de couches pétrolières. Mais on n'en a pas retiré 1 centilitre de ce pétrole. Il est virtuel. Mais ce qu'il faut, c'est que pour passer du virtuel au réel, il faut des concessions. En Irak, les Britanniques se trouvent confrontés à de nombreux concurrents à l'appétit féroce. Les compagnies américaines, attirées par un pétrole beaucoup plus facile et moins cher à exploiter, veulent s'y implanter. Le Kaiser, qui n'a pas de ressources, tient absolument à rafler la mise. Il vient d'obtenir l'autorisation de construire un chemin de fer reliant Berlin à Bagdad et le droit d'exploiter toutes les ressources pétrolières qui se trouveraient le long de la voie ferrée. La Royal Dutch Shell de Detterding, écartée de Russie par la révolution de 1905, emploie tous les moyens pour conserver le contrôle de cette zone. L'Angleterre, qui la soutient, ne veut surtout pas que sa position dominante au Moyen-Orient soit menacée par les États-Unis, premier producteur mondial. C'est alors qu'intervient Calouste Gulbenkian, un géologue arménien, mandaté par les Britanniques et proche des autorités ottomanes. Négociateur sans scrupules, il aboutit à l'éviction des compagnies américaines et en 1912 à la constitution d'un consortium, la Turkish Petroleum. Pour renforcer sa position dans cette zone, la Grande-Bretagne attribue 50% à l'Anglo-Persian et redistribue les 50% restants entre la Shell et la Deutsche Bank, représentant le gouvernement allemand. En contrepartie de ces services, Gulbenkian recevra 5% des bénéfices, ce qui en fera bientôt l'un des hommes les plus riches du monde. L'entrée en guerre de l'Empire ottoman aux côtés de l'Allemagne gèle l'exploitation du pétrole irakien.
début de la guerre, personne n'envisage que le pétrole puisse jouer un rôle dans le déroulement du conflit. Les armées en présence sont encore des armées du 19e siècle. En août 1914, les troupes allemandes bivouaquent à quelques kilomètres de Paris. Pour prendre les Allemands de vitesse, le général Gallieni réquisitionne les taxis parisiens. En 48 heures, il réussit à acheminer 7000 hommes sur le front. L'avance allemande est brisée. Le pétrole et l'automobile viennent de renverser le cours de la guerre. Alors il y a un événement symbolique qui est la bataille de Verdun, qui fait que l'armée française est passée successivement élément à élément à Verdun et a été alimentée par la fameuse voie sacrée, mais qui montre bien l'importance nouvelle, puisque la voie sacrée, c'est avant tout des convois continus de camions amenant hommes et munitions sur le front de Verdun. Le conflit vient de changer de nature. Mais pour faire marcher tous ces engins, il faut beaucoup de pétrole. Ça tombe bien, Rockefeller en a à revendre à tous les belligérants. En France comme en Allemagne, les usines d'armement tournent à plein régime grâce au pétrole américain. Pour priver les Alliés de leur approvisionnement en carburant, l'Allemagne fait donner ses sous-marins. C'est le torpillage du paquebot Lusitania qui précipite l'entrée des États-Unis dans la guerre. Quand le gouvernement des États-Unis s'est rapproché de l'industrie pétrolière à la veille de son entrée dans la Première Guerre mondiale, Standard Oil avait bien entendu continuer à vendre du pétrole aux deux belligérants depuis le début de la guerre. Les compagnies pétrolières ont hésité et ont dit « Eh bien, nous aimerions beaucoup vous aider. Vous savez, mais il y a cette loi antitrust qui nous tape vraiment sur les nerfs. Il va falloir qu'on en parle sérieusement avant de faire quoi que ce soit. » Et c'est ça en grande partie qui a sonné le glas des activités antitrust. Évidemment, la même chose s'est produite pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès 1916, au terme de l'accord secret Sykes-Picot, la Grande-Bretagne et la France ont décidé de se partager les ressources de l'Empire ottoman en cas de défaite de l'Allemagne. Rockefeller, furieux d'apprendre qu'il est écarté de ce partage du Moyen-Orient, fait pression sur les Alliés. Il menace d'interrompre ses livraisons de carburant. En 1917, inquiet à l'idée que la Standard Oil ne mette ses menaces à exécution, le président du Conseil, Georges Clemenceau, lance un appel pathétique au président Wilson. Il faut que la France combattante, à l'heure du choc suprême, possède l'essence, aussi nécessaire que le sang, dans les batailles de demain. Lorsque les troupes américaines débarquent en France, il ne fait mystère pour personne que cette première armée véritablement motorisée va faire la différence. Sans état d'âme, Rockefeller continue de vendre son pétrole aux deux camps. La filiale de Standard Oil a continué de coopérer avec les autorités allemandes tout au long de la Première Guerre mondiale, tout comme son homologue anglo-néerlandaise, la Rhenania, filiale de la Royal Dutch Shell. Cette coopération n'a d'ailleurs posé aucun problème au plan politique, jusqu'en 1917, dans la mesure où les Pays-Bas étaient neutres et le restèrent jusqu'à la fin de la guerre. Les États-Unis aussi étaient neutres dans un premier temps, mais lorsque ces derniers entrèrent en guerre contre l'Allemagne en 1917, la DAPG, filiale germano-américaine de la Standard Oil en Allemagne, continua d'être considérée comme une entreprise patriotique, une société d'intérêt national, si bien que la coopération se poursuivit jusqu'à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, la production de pétrole est passée de 100 000 barils par jour à 300 000 barils par jour. Les bénéfices des sociétés sont multipliés par 4. Ce qui fait que le grand homme d'État britannique, Lord Curzon, a dit la victoire de 1918 a été gagnée sur un flot de pétrole. Et de ce fait même, pour les belligérants, le pétrole est devenu le produit stratégique majeur.
En 1918, au terme de l'accord secret Sykes-Picot, l'Angleterre récupère la Mésopotamie, l'Irak d'aujourd'hui, et le sud de la Syrie. La France obtient le Liban et la Syrie du Nord, incluant la ville de Mossoul où sont potentiellement concentrées des ressources pétrolières considérables. Alors il y a un problème, c'est qu'il démontre que la négociation préalable n'avait pas pris en compte le pétrole. C'est que d'un côté, les Anglais ont les concessions, dans le cadre de la Turkish Petroleum Company, et les Français ont le territoire, puisque l'accord Sykes-Picot leur accorde les vilayets de Mossoul dans leur zone d'influence au Proche-Orient. Et donc, on va très vite, aussi bien du côté britannique que du côté français, réfléchir à un troc. Et le troc sera que les Anglais accorderont aux Français une part des concessions, ce qui est facile, car il suffit de confisquer la part allemande et la rétrocéder à la France. Et de l'autre côté, la France cédera la zone d'influence que l'accord Sykes-Picot pour le donner aux Anglais. Alors, c'est très facile à dire comme ça, mais c'est 2 ans de négociations complexes et difficiles. Et dans cette longue négociation, très compliquée, qui va de Versailles à San Remo, le mot pétrole ne sera pas prononcé. Et alors le symbole est le fait que le tracé définitif et le système définitif des mandats du Proche-Orient est décidé à la conférence de San Remo, dans une villa. Et de l'autre côté, dans une villa voisine, on signe l'accord pétrolier, dans lequel la France reçoit finalement 23,75% des parts de la Turkish Petroleum Company. En 1920, l'Angleterre se fait octroyer un mandat qui lui accorde les pleins pouvoirs en Irak. Elle installe à la tête du nouvel État le roi Faisal et menace de ne pas ratifier sa constitution si la Turkish Petroleum n'obtient pas le droit de prospecter, d'extraire et de raffiner du pétrole sur la quasi-totalité du territoire irakien jusqu'à l'an 2000. L'accord sera signé en 1925. En fait, ces pays ont été créés, la plupart d'entre eux, les pays du Golfe, l'Irak, etc., le Koweït, ont été créés pour, en quelque sorte, servir un peu d'enveloppe juridique, un peu de structure, donc soi-disant donc indépendante, pour justifier l'octroi de concessions à des sociétés étrangères. Il y a un mot d'ailleurs de Churchill qui a dit, voilà, on a créé l'Irak, en fait, c'est à partir de 3 puits de pétrole et de 3 étries différentes, on a fait un État. Et la même chose peut être dite au sujet d'autres pays dans la région qui ont été créés. Et puis alors, les soi-disant accords pétroliers étaient écrits à Londres ou bien à Washington. Et puis, l'émir local ou le responsable ou le roi local a posé son empreinte digitale sur l'accord, encore en guise de signature. Évidemment que les États sont là en permanence, mais ils sont là au nom d'abord de facteurs stratégiques, sauf peut-être l'État américain qui voit plus les intérêts commerciaux, parce que de toute façon le pétrole il en a. Il s'est simplement s'assurer que ces compagnies ne sont pas exclues des autres zones de production. En 1927, du pétrole jaillit à Kirkouk. L'Irak n'a pas d'accès à la mer. Pour acheminer ce pétrole en Méditerranée, Français et Anglais doivent construire un pipeline à travers la Syrie et la Palestine. Rockefeller, qui voit ses ressources décroître aux États-Unis, fait intervenir son gouvernement. Il négocie en sous-main avec Calouste Gulbenkian. Les affaires sont les affaires. Après avoir écarté une première fois les Américains de l'Empire ottoman, Monsieur 5% réussit à convaincre les Anglaises et les Français de laisser les compagnies américaines s'implanter en Irak. Chaque partenaire reçoit 23,75% de l'Irak Petroleum. Monsieur 5% reçoit 5% supplémentaires en pétrole qu'il revendra à la toute jeune Compagnie française des pétroles. Tout le monde y retrouve son compte. L'Angleterre conserve une part majoritaire en Irak à travers la future British Petroleum et la Shell. La France accède au rang de puissance pétrolière. L'Amérique s'implante au Moyen-Orient. Elle ne le quittera plus.
L'Irak est alors devenu le théâtre d'une lutte acharnée pour le pétrole. Évidemment, l'Irak se retrouve complètement colonisé. Et surtout, l'Iraq Petroleum Company, comme on l'appelait à l'époque, se voit octroyer une gigantesque concession de 105 km², 10 500 hectares, dans laquelle elle peut faire absolument tout ce qu'elle veut. Tout cela pour dire que, très franchement, l'histoire du pétrole s'est déroulée dans une véritable zone de non-droit. Et à mon sens, c'est encore le cas aujourd'hui. En 1928, pour parachever cet accord, Gulbenkian rassemble à Ostende ses partenaires. Il trace sur une carte une ligne rouge qui reprend les frontières de l'ancien Empire ottoman. Chaque partenaire s'engage à ne pas faire de prospection individuelle et à se partager les bénéfices en cas de nouvelles découvertes. Les compagnies pétrolières viennent de se partager le Moyen-Orient dans une chambre d'hôtel belge. Contrôlé par une poignée d'hommes, le pétrole va façonner en Occident un mode de vie auquel tout le monde veut avoir accès. Aux États-Unis, s'est développé ce que nous appelons une culture de l'automobilité. Mais maintenant, il ne s'agit plus seulement d'un phénomène d'automobilité tel qu'il apparaît dans les villes immensément étendues, comme ici, à Los Angeles, mais bien d'un droit citoyen. La plupart des gens estiment que se déplacer et conduire partout pour pas cher est un droit naturel, au même titre que le droit de vote. Un peu comme si, quelque part, c'est aussi ça, être un vrai Américain. À la fin des années 20, le monde est confronté à une crise de surproduction. L'Union soviétique, qui a besoin de devises, inonde le marché de pétrole à bas prix et fait chuter les cours. Entre les deux guerres, il y a donc les trois grands acteurs dominants à l'époque. C'est la Standard Oil, Rockefeller n'est plus là, mais qui vient de s'internationaliser. Il y a Shell et la British Petroleum, qui est assise sur de gigantesques réserves au Moyen-Orient. Bon. Alors, il y a deux solutions dans une situation de ce genre. C'est ce que nous explique la théorie des jeux. Il y a les jeux coopératifs et les jeux non coopératifs. En d'autres termes, les jeux non coopératifs, c'est de se taper sur la gueule et se livrer à une guerre dure, une guerre des prix, guerre pour les gisements, etc. C'est très douloureux, parce qu'on prend des coups. Hein. Il y a une autre solution, c'est les jeux coopératifs. Et coopératifs, ça veut dire on s'entend entre nous pour se partager le gâteau, et puis on réglemente la profession. Detterding, le patron de la Shell, prend une initiative. Il invite ses principaux concurrents à une partie de chasse dans son château d'Aknakari, en Écosse. On voit les limousines noires qui arrivent, avec les fusils de chasse. Je ne sais pas quel a été le tableau de chasse, mais on a beaucoup parlé de pétrole, et c'est un accord qui résulte de cette réunion, qui est un accord qui va être tenu secret pendant une trentaine d'années, qui est l'accord d'Aknakari, qu'on appelle aussi le as-is principle. As-is principle, on gèle les parts de marché. Bon, on a chacun nos marchés. Alors, évidemment, le as-is principle, il est signé entre trois compagnies, mais il est clair que la Standard Oil représente les intérêts américains, c'est-à-dire les petites sœurs qui ne sont pas là, à savoir la Mobil, Texaco, Standard of California et la Gulf Oil. Et donc, cet accord d'Aknakari, c'est l'organisation du marché international du pétrole hors États-Unis, puisqu'aux États-Unis, il y a le dispositif antitrust, le Sherman Act, etc., et qu'on rigole pas trop avec les ententes. En revanche, dans le reste du monde, ils se partagent le gâteau et ils vont organiser l'industrie ça va tenir jusque vers les années milieu des années 60. Cet accord aboutit à la création d'un cartel. Paraphé en secret et en toute illégalité, il donne à ces nouvelles compagnies multinationales un pouvoir exorbitant, échappant à tout contrôle démocratique.
L'ensemble de ces manœuvres qui nous paraissent aujourd'hui, évidemment, impérialistes, capitalistes, etc., n'est pas négligeable parce que ça a permis un développement régulier de l'industrie pétrolière et un accroissement continu de la consommation pétrolière dans le monde, dans un système du puits à la pompe qui permettait aux compagnies d'avoir des bénéfices raisonnables et donc d'assurer l'amortissement de leurs investissements qui étaient extrêmement lourds. Et comme ils étaient intégrés du puits à la pompe, finalement, beaucoup de coûts d'intermédiaires disparaissaient. Puisque ce qu'on considérait, c'était la somme globale qui était investie et la rentabilité en prenant en compte l'ensemble du trajet pétrolier. Je pense que dans la première partie de l'histoire du pétrole, les financiers classiques, les banquiers, sont tellement frileux que les positions de monopole se prennent. C'est le double phénomène. Parce que si jamais les financiers banquiers permettaient à des petites sociétés de se développer à partir de découvertes qu'elles font et leur fassent des prêts sur 10 ans, 15 ans, ça peut... À ce moment-là, il y aurait une multitude. En fin de compte, il y a toujours concentration. Dès qu'il y a découverte, il y a concentration. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors ça conduit au monopole. Et à partir du moment où il y a un monopole, il y a cartel. Un jour ou l'autre. Bon, donc, la cartellisation est directement issue de la frilosité des financiers à l'égard des petites compagnies pétrolières qui pourraient se développer. Ça, vous n'y échappez pas. La crise de 29, qui frappe le monde entier, n'affecte en rien le comportement des compagnies pétrolières. Le Moyen-Orient continue d'exciter leur convoitise. En 1933, la Standard Oil of California, qui n'a pas signé l'accord de la ligne rouge, prend les Britanniques de vitesse. Elle s'introduit en Arabie Saoudite avec la complicité de Harry St. John Philby, un ancien diplomate anglais devenu hostile à son gouvernement et converti à l'islam. Pour une image simple, vers 1939, l'association entre le mot arabe et le mot pétrole est en train de s'installer. Et la meilleure preuve est le début de la série de Tintin, Pays au pied de l'or noir, diffusée en 1939, qui va être interrompue par la guerre. En 1938, l'Allemagne importait de Roumanie 886 000 tonnes. L'outre-Atlantique, 4 167 000 tonnes. Au total, 5 053 000 tonnes. Mais la guerre moderne sur les océans, dans les airs aussi bien que sur terre, exige des masses énormes de carburant. Une armée où le moteur s'est substitué au cheval doit pouvoir compter sur des ressources en pétrole quasi inépuisables. En effet, pour faire la guerre, il faut à l'Allemagne 15 millions de tonnes de carburant au minimum. Elle peut produire annuellement 3 millions de tonnes d'essence synthétique. La production totale roumaine est de 5 600 000 tonnes. Au total, 8 600 000 tonnes. L'Allemagne sera donc toujours en déficit de 6 400 000 tonnes. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu toutes ses concessions pétrolières. Dès 1922, elle a passé un accord secret de ravitaillement avec l'Union soviétique et cherche d'autres sources d'approvisionnement. Mais pour les nazis, ce n'est pas suffisant. Dans les années 20, il est devenu de plus en plus clair que si l'Allemagne se réarmait ou entrait en guerre, elle manquerait de pétrole. Une des solutions était de produire du pétrole de synthèse, du pétrole à base de charbon en fait, grâce à un procédé appelé l'hydrogénation. Ces recherches, dont le géant de la chimie en Allemagne, IG Farben, fut le pionnier, avaient été menées dans les années 20.
Et lorsqu'Hitler est arrivé au pouvoir, il a trouvé l'idée très intéressante. Mais IG Farben lui a dit « ce n'est pas raisonnable, c'est bien trop coûteux à fabriquer ». Et Hitler a répondu « peu importe, le pétrole est absolument essentiel ». Et IG Farben a reçu des sommes d'argent considérables. C'est ainsi que dès 1936-37, ils ont pu mettre sur pied un vaste programme de production chimique du pétrole qui s'est considérablement développé jusqu'à la fin des années 30. On pourrait avancer qu'une des raisons pour lesquelles les Allemands étaient si pressés d'envahir les Sudètes est que cette région regorgeait de charbon brun, de lignite, permettant de fabriquer un très bon carburant synthétique. Lorsque les Sudètes ont été occupés, Hermann Göring s'est immédiatement dirigé vers les mines de charbon brun pour en prendre le contrôle et mettre en place une immense usine de fabrication de pétrole de synthèse. En 1936, Hitler déclare au Salon de l'automobile « La production de carburant de l'Allemagne doit désormais être développée avec toute la rapidité possible. Cette tâche doit être menée et exécutée avec la même détermination que l'on conduit une guerre, puisque de sa solution dépend la future conduite de la guerre. » Le patron de la Shell, Henri Deterding, qui ne cache pas ses sympathies pour les nazis, propose à Hitler de lui vendre du pétrole à crédit. Il sera débarqué par son conseil d'administration. Mais le réarmement et la réindustrialisation du Reich n'auraient jamais pu avoir lieu sans la complicité active des grandes firmes américaines favorables aux nazis. Dans les archives de General Motors, on a retrouvé une lettre écrite vers la fin des années 30 par une femme, une actionnaire, et adressée à Alfred Sloan, qui a été patron de General Motors des années 20 jusqu'au début des années 50. Cette femme lui avait écrit pour lui dire quelque chose du genre « Nous faisons des affaires avec l'Allemagne par le biais de notre sous-traitant Opel, et nous faisons des camions pour le régime nazi. Et je sais très bien, parce que je l'ai lu dans les journaux, qu'ils tuent les Juifs là-bas. Et ils ramassent les gens dans la rue. Comment une compagnie comme la nôtre peut-elle encore faire des affaires avec ces gens-là? Sachez que moi, qui suis actionnaire, je trouve ça dégoûtant. » Et Sloan, de manière très condescendante, lui a répondu « Madame, on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour vendre des voitures. C'est tout ce que nous faisons. » Le programme allemand de pétrole de synthèse a rencontré quelques problèmes. Certains composants chimiques essentiels au bon déroulement des opérations leur faisaient défaut, l'éthyle en particulier. Celui-ci était produit principalement par des compagnies américaines comme DuPont. Évidemment, on peut se dire les affaires sont les affaires et se contenter de voir les choses sous cet angle. Si on veut faire des affaires, on trouve toujours un moyen. Mais en réalité, l'implication de DuPont était bien plus étroite, parce qu'il y avait eu toutes sortes d'accords avec IG Farben, le géant allemand des produits chimiques, pour se partager des marchés et pour s'échanger des informations techniques. Les entreprises américaines et allemandes étaient vraiment très proches. Comme chacun le sait, la Standard Oil a permis aux Allemands de développer leur capacité à produire leur pétrole de synthèse à partir du charbon. Contrairement au pétrole, on en trouve en abondance en Allemagne. Non seulement la Standard Oil ne s'est pas fait prier pour fournir du pétrole aux Allemands, mais surtout, elle leur a fourni à la veille de l'invasion de la Pologne environ 500 millions de tonnes de plomb tétraéthyle, avant même que leur usine ne fonctionne. De toute évidence, ils savaient très bien que quelque chose allait se passer. En septembre 1939, en Allemagne, 14 usines de pétrole synthétique fonctionnent à plein régime. 6 autres sont en construction. Sans l'éthyle, ce composant chimique fourni par les firmes américaines DuPont de Nemours et la Standard Oil, l'aviation allemande n'aurait pas pu décoller en 1940. Quand on observe la manière dont les Allemands ont fait la guerre à partir de 1939, il est intéressant de remarquer à quel point ils étaient obnubilés par le pétrole. Il fallait trouver de nouveaux gisements de pétrole, stocker le pétrole des autres, c'était devenu une priorité. Quand ils ont envahi les Pays-Bas, la Belgique et la France en 1940, il y avait des unités spéciales dont la seule mission était de repérer le pétrole,
d'en prendre rapidement le contrôle, de le garder et de s'assurer que personne ne pouvait le détruire ou l'emporter. C'est ainsi qu'ils ont pu, en France surtout, mettre la main sur d'énormes quantités de pétrole, en grande partie abandonnées par les militaires. Tout ce pétrole est parti pour l'Allemagne. En fait, ces campagnes ont rapporté plus de pétrole aux Allemands qu'ils n'en avaient consommé dans les avions et les tanks pour vaincre ces pays. L'Allemagne peut bombarder l'Angleterre sans crainte de manquer de carburant. Par contre, la Grande-Bretagne, coupée de ses lignes d'approvisionnement, dépend à nouveau des États-Unis. Elle possède les principaux gisements du monde, mais ne peut plus y accéder. Elle frôle la catastrophe. Les sous-marins allemands ont la maîtrise des mers et infligent d'énormes pertes aux convois de pétrole à destination de l'Angleterre. Le 22 juin 1941, Hitler rompt le pacte qu'il a passé avec Staline en 1939. Alors que les derniers convois de pétrole soviétiques sont encore en route pour l'Allemagne, il lance ses armées à l'assaut de l'Union soviétique pour s'emparer du pétrole du Caucase. Avant même d'attaquer l'Union soviétique, Hitler avait ordonné à Göring de préparer une brigade spéciale composée de professionnels de l'industrie du pétrole. Leur mission était d'accompagner l'armée jusque dans les régions du Caucase pour remettre en marche les raffineries et produire du pétrole. Il faut savoir que ces régions de Grozny, Bakou et autres produisaient 4 fois plus de pétrole que n'en possédait l'Allemagne en 1941. Donc, l'Allemagne aurait disposé de tout le pétrole dont elle pouvait rêver et aurait été totalement autonome. Le pétrole est aussi au cœur de la guerre du Pacifique. Le 7 décembre 1941, pour riposter à l'embargo américain sur ses livraisons de pétrole, le Japon lance son aviation sur Pearl Harbor avec 2 objectifs. Neutraliser la marine américaine et s'emparer du pétrole indonésien. Les Anglais sabordent leurs installations pétrolières en Indonésie. Les États-Unis entrent en guerre. L'ironie de l'histoire, c'est que d'une manière générale, le pétrole soviétique était, par rapport au pétrole allemand, de qualité très inférieure. Les ingénieurs russes avaient conçu des tanks et des véhicules alimentés par un carburant bien plus brut. Et donc, en pratique, le pétrole trouvé en Union soviétique n'était pas du tout adapté à la technologie sophistiquée et aux moteurs très perfectionnés qui équipaient les tanks et les véhicules allemands. Au cours de l'été 1942, les Allemands arrivent dans le Caucase, conformément à la stratégie qu'Hitler avait établie au début de la guerre. Le pétrole d'abord, Moscou ensuite, et enfin Staline, mais surtout le pétrole d'abord. Mais à leur arrivée, l'armée rouge avait tout détruit. La pénurie de pétrole précipite la défaite allemande. À l'hiver 1943, l'armée allemande encerclée à Stalingrad, incapable de lancer une contre-offensive pour briser l'étau soviétique, essuie sa première grande défaite. Elle connaît un sort analogue dans le désert de Libye. C'en est fini du rêve d'Hitler de s'emparer du pétrole du Moyen-Orient. Les armées anglaises et soviétiques occupent l'Iran par où transitent les armes et le pétrole à destination du front russe. Elles s'engagent formellement à quitter le pays une fois la guerre terminée. En 1943, à Téhéran, 2 ans après avoir débarqué le Shah, suspect de sympathie pour l'Allemagne nazie, Churchill, Roosevelt et Staline planifient le débarquement des troupes alliées. L'armée rouge reprend l'initiative. Elle foncera bientôt sur Berlin. En Angleterre, les Alliés organisent méthodiquement leur approvisionnement en carburant.
Aux yeux des Américains et des Anglais, un bon approvisionnement en pétrole était absolument vital pour mener à bien l'invasion de la France en 1944. Ils avaient pris les devants en construisant un pipeline sous la Manche pour acheminer depuis des dépôts situés au Royaume-Uni le pétrole vers la France. Operation Pluto, P-L-U-T-O, standing for Pipeline Under the Ocean, from the Mersey to the Rhine. À la fin de la guerre, malgré les bombardements massifs, les usines de carburant synthétique en Allemagne fournissent 57% de l'approvisionnement du Reich et 92% de l'essence d'aviation. C'est Albert Speer, ministre de l'Armement, ici en tournée d'inspection, qui fournit à IG Farben une main-d'œuvre d'esclaves venus des camps de concentration. La destruction des ressources en carburant de l'Allemagne devient une priorité absolue pour les Alliés. Après avoir bombardé les usines d'IG Farben, les Alliés frappent les installations pétrolières de Roumanie. La chasse allemande reste clouée au sol. On sait maintenant que des employés de General Motors en Allemagne ont rapatrié de l'argent en 1943, donc bien après que les États-Unis aient pris part activement à la Seconde Guerre mondiale. General Motors continue de fabriquer pour l'armée nazie des camions qui fonctionnent avec le gasoil sans plomb, produits dans des usines construites par General Motors, DuPont et Standard Oil. Et pour cela, aucun d'entre eux n'a jamais été condamné. Dès 1942, le futur président Truman prend l'initiative d'une commission d'enquête. Il soupçonne les pétroliers de trahison. En 1945, il les accusera ouvertement. Mais la morale est vite balayée par la réalité. Les Américains se rendent compte de deux choses au milieu de la Seconde Guerre mondiale. C'est que, alors là, la réserve pétrolière de l'Arabie Saoudite sont colossales et que non seulement elles sont colossales, mais que les réserves américaines, elles, risquent de diminuer progressivement à cause de leur surutilisation. En février 1945, le président Roosevelt, de retour de Yalta, fait escale dans le canal de Suez pour rencontrer le roi d'Arabie Saoudite, Ibn Saoud. Ce jour-là, les deux pays jettent la base d'une entente qui dure encore aujourd'hui. Après la guerre, on s'est demandé à quoi allait ressembler le monde. Et à nos yeux, il était évident que le pétrole allait devenir une denrée précieuse. Et dans tous les pays au monde, lequel possédait le plus de pétrole? L'Arabie Saoudite. On a beaucoup commenté cette rencontre, mais d'une manière implicite, nous nous engagions à protéger le royaume saoudien. Ça n'a jamais été écrit nulle part, je n'ai jamais vu aucun document qui en fasse mention. Mais dans tous les cas, c'était sous-entendu. Et c'est bien ce que nous avons fait, car depuis, nous n'avons cessé de défendre le royaume d'Arabie Saoudite. En 1945, c'est toute une politique étrangère qui a vu le jour. Ce que Michael Clair a appelé une stratégie mondiale d'acquisition du pétrole reposant sur 3 pays. En premier, il y a eu cette relation privilégiée avec l'Arabie Saoudite, fondée sur l'accord passé entre Roosevelt et le roi Fahd en 1945. Le second pays a été le Venezuela et le troisième l'Iran. Et ces 3 piliers étaient censés fournir du pétrole bon marché, accessible et de très bonne qualité, indispensable au fonctionnement de l'économie américaine. Alors que les ruines de Berlin sont encore fumantes et que les Alliés célèbrent leur victoire, le pétrole est à l'origine du premier incident de la future guerre froide. Au mépris de leurs engagements, les Soviétiques tentent de s'emparer du pétrole situé au nord de l'Iran en créant de toutes pièces une république fantoche, l'Azerbaïdjan.
Aujourd'hui, dans son palais des 1001 nuits, le souverain Reza Shah voit s'élever de graves problèmes issus d'un conflit souterrain. L'Azerbaïdjan réclamera-t-il son autonomie? Les troupes russes refuseront-elles de quitter l'Iran? L'Iran sera-t-il demain le problème majeur de l'ONU? Pour la première fois de son histoire, le tout nouveau Conseil de sécurité est saisi. À cette occasion, la délégation soviétique quitte la séance. Le jeune Shah d'Iran reprend le contrôle de son territoire avec l'aide militaire des États-Unis. Mais l'Iran va être au cœur d'autres crises qui opposeront Américains et Soviétiques. C'est une fois de plus le pétrole qui en sera la cause. Dans un instant, la suite de notre grand documentaire sur l'histoire secrète du pétrole. La deuxième partie balayera une période qui va de la guerre froide à la guerre d'Irak. À présent, voici quelques petites révélations sur le choc pétrolier de 1973. Manche de brosse en plastique. Pétrole. Vernis à ongles, tablette, flacon. Pétrole. Manteau imperméable. Pétrole. Pas de nylon. Pétrole. Feu rouge. Non, n'exagérez pas. Dès 1928, 7 compagnies pétrolières anglaises et américaines se sont partagé le monde, celui du pétrole, bien avant que les 3 grandes en fassent autant en 1945 à Yalta. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les pétroliers américains n'ont pas été inquiétés pour leur complicité avec l'Allemagne nazie, à qui ils ont permis de fabriquer du pétrole de synthèse jusqu'en 1943. Dès 1945, les États-Unis négocient l'exclusivité des ressources pétrolières de l'Arabie saoudite en lui offrant une protection politique et militaire. Un an plus tard, en Iran, les Soviétiques créent une république fantoche, l'Azerbaïdjan, pour s'emparer des champs pétroliers du nord du pays. Ce sera le véritable début de la guerre froide. Les Iraniens saisissent le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président Truman brandit la menace de l'arme atomique. Staline, qui a d'autres visées en Europe de l'Est, finit par céder. Le pétrole est la clé du renouveau de l'Occident. Il devient l'enjeu politique, économique et géostratégique majeur de la deuxième partie du XXe siècle. Sept compagnies privées règnent en maître sur le monde. Elles ne redistribuent que 30% de leurs bénéfices aux pays producteurs. Mais au Venezuela, deuxième pays producteur et exportateur mondial de pétrole, en 1948, au terme d'une série de grèves très dures, une modification du régime des concessions est imposée aux grandes compagnies. Ce sera un partage des bénéfices à 50-50. Le ministre vénézuélien du pétrole, Pérez Alfonso, se rend au Moyen-Orient pour convaincre les autres pays producteurs de suivre son exemple. Dès 1950, les dirigeants américains de l'Aramco proposent à l'Arabie saoudite le même partage. Malgré cette apparente concession, les profits des compagnies américaines ne sont pas menacés, puisque les sommes qu'elles reversent aux pays producteurs sont déductibles des impôts qu'elles payent aux États-Unis. Cet accord de façade suscite le mécontentement croissant des pays producteurs. L'Iran déclenche la première grande crise politico-financière de l'histoire du pétrole. Après avoir tenté de négocier en vain les accords qui la liaient à la Grande-Bretagne au début des années 30, l'Iran revendique le même traitement financier que l'Arabie saoudite. L'anglo-iranienne refuse.
Le 11 avril 1951, un vieux militant nationaliste, le docteur Mossadegh, prend la tête d'un gouvernement de front national. Le jour même, il présente devant le Parlement un projet de loi proposant la nationalisation de l'Anglo-Iranian Oil Company. Le projet est immédiatement approuvé par le Shah, qui signe le décret dans la foulée. L'Occident accueille la nouvelle avec condescendance. À Téhéran, tous les regards sont fixés sur le palais de l'Anglo-Iranian Oil Company, centre névralgique de la fièvre du pétrole. Alentour, c'est le grouillement de formes et de couleurs de toutes les villes orientales, mais chacun sait qu'un drame est en train de se jouer. Les délégués du gouvernement pour la nationalisation ont pris l'avion pour rencontrer les envoyés britanniques. Comme viatique, ils emportent le Coran, la collade du Grand Mellah et un des drapeaux que brandissent leurs partisans et qui porte inscrit « Si Dieu est avec nous, quel obstacle pourra nous arrêter ?» En fait, cela signifiait la perte immédiate des concessions pétrolières au profit des nationalistes. C'était donc un précédent. Si les Iraniens nationalisaient leur pétrole et récupéraient les profits issus de son exploitation, qu'allait-il se passer au Koweït et plus grave encore en Arabie Saoudite? Les Saoudiens allaient-ils réclamer un accord encore plus avantageux que celui des Iraniens? C'était bien ça le danger. C'était ça qui inquiétait les gens. L'Anglo-Iranian prédit le pire. In your opinion, Mr. Jackson, what would be the probable effect in Persia of British withdrawal? I think economic disaster. The Persians think that by nationalizing oil, they are going to get rich. Unfortunately, the reverse will be the case. Le gouvernement britannique menace d'envahir l'Iran. Il ferme la raffinerie d'Abadan et rapatrie ses techniciens. Il instaure un blocus sur les importations pétrolières iraniennes. Dans un film de propagande, l'Anglo-Iranian s'érige en victime et insiste sur sa contribution au développement du pays. Our picture could only be complete if we could show you what the conditions were like before the oil company came into being. But the British have introduced hygiene into Persia, education, there was almost total illiteracy before the company's time, and sport. Almost from the first, Persians were trained for executive posts, so that when the installation should revert legally to Iran in 1993, there would be skilled Iranian technicians capable of running them. L'idée des Anglais, c'est de dire, financièrement, ils ne pourront pas tenir, donc ils vont céder. Les Américains sont beaucoup plus embêtés, parce que Abadan est une base d'approvisionnement pour les avions. À un moment, on est en guerre de Corée. Et donc, tout point d'approvisionnement a une importance stratégique énorme. Donc, il va y avoir des négociations très dures entre le Foreign Office et Washington sur qu'est-ce qu'on fait en Iran. L'Angleterre saisit le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mossadegh vient plaider sa cause à l'ONU. Et conduit, il rompt toute relation diplomatique avec le Royaume-Uni et en pleine guerre froide menace de s'en remettre aux Soviétiques. Les Britanniques nous ont abordés à ce sujet et nous avons combiné une opération qui, je crois que le nom c'était opération Foursquare et c'était une opération conjointe britannique-américain, mais au moment de vérité, si vous voulez, c'était les Américains qui avaient le dessus. Par crainte de voir l'Iran basculer dans le camp communiste, le président Eisenhower charge son sous-secrétaire d'État Herbert Hoover Jr. de résoudre le problème iranien sans prendre le risque d'une crise ouverte avec l'Union soviétique. Mais cette crise est aussi pour Washington une formidable opportunité. Herbert Hoover Jr. convoque les présidents des 5 majors américaines qui n'ont jamais pu mettre les pieds en Iran, chasse gardée des Britanniques. Pour s'implanter durablement dans le pays, ils feront semblant de respecter la volonté des Iraniens en créant un nouveau consortium chargé de gérer leurs intérêts. Les Américains en contrôleraient 40%, les Britanniques les 40 autres, et pour faire bonne figure, la France les 20% restants. Après d'âpres négociations, les Anglais affaiblis n'ont pas le choix et acceptent le marché qu'on leur propose. Il ne reste plus qu'à se débarrasser de Mossadegh.
British Petroleum débarque à Washington et affirme « C'est un communiste, il faut s'en débarrasser ». Mais c'était des foutaises. Regardez les documents de l'époque. J'ai lu le dossier de la CIA sur Mossadegh d'un bout à l'autre, qui sont soi-disant détruits. Mais c'est faux. Lisez-le, vous verrez qu'il s'agit du pétrole. Mossadegh n'était pas un communiste. C'était un nationaliste, un socialiste. Il était bien des choses, mais ce n'était pas un communiste. La CIA, le département d'État et la British Petroleum ont convaincu la Maison-Blanche, Eisenhower et le Congrès de le renverser sous couvert de la lutte anticommuniste. Un peu comme la lutte antiterroriste aujourd'hui. C'est Allen Dulles, le nouveau directeur de la CIA, qui s'en charge. Il envoie clandestinement l'un de ses adjoints, Kermit Roosevelt, en Iran pour déstabiliser le régime. Kermit Roosevelt rencontre en secret le souverain iranien. Il l'assure du soutien des États-Unis s'il parvient à renverser Mossadegh. Le Shah tente d'arrêter Mossadegh. Celui-ci réussit à mobiliser ses partisans et à obtenir les pleins pouvoirs, soutenus par le Parti communiste iranien. La rue prend le dessus. Le Shah est contraint de s'exiler à Rome. Pendant ce temps-là, en Iran, en s'appuyant sur des religieux et des militaires hostiles à Mossadegh et au Parti communiste, Kermit Roosevelt paye des milliers de figurants pour organiser une contre-manifestation favorable au Shah. La maison de Mossadegh est mise à sac. L'armée s'en mêle. Mossadegh est arrêté. Le Shah revient en Iran sous escorte militaire. Comme prévu, il crée un nouveau consortium chargé d'exploiter le pétrole iranien, dans lequel les compagnies américaines sont majoritaires. Pour conforter leur présence en Iran, les États-Unis accentuent leur aide militaire au Shah, qui peut ainsi se payer l'armement nécessaire grâce à l'argent du pétrole. Les Américains gagnent sur tous les tableaux. Ils encaissent les bénéfices du pétrole, mais aussi ceux des armes vendues à profusion au Shah. Closely inspects the latest weapons in the American arsenal of democracy. L'épisode Mossadegh a marqué les débuts des complicités de la CIA avec les grandes compagnies pétrolières américaines. Kermit Roosevelt terminera sa carrière comme vice-président de la Gulf Oil. Les compagnies pétrolières accédaient beaucoup plus facilement à la Maison-Blanche que la CIA. Lorsque je travaillais à la CIA, on m'accordait des accréditations pour le Conseil de sécurité nationale valables une seule journée. Je devais donc redemander la permission chaque jour pour entrer à la Maison-Blanche, alors que les types des compagnies pétrolières avaient des accréditations permanentes. À mon avis, nous sommes en présence de ce que j'appelle le complexe pétrolier. Pour comprendre comment fonctionnent les marchés du pétrole et du gaz, il ne faut pas se focaliser sur les grandes compagnies pétrolières, mais aussi sur les banques, les compagnies de services pétroliers, les compagnies pétrolières nationales, l'armée et bien sûr les agences de renseignement qui occupent une place prépondérante dans cet ensemble. Tout cela est apparu très clairement dans les années 50, lorsqu'en Iran, mais aussi au Venezuela et en Irak, une nouvelle génération de dirigeants politiques nationalistes a pris le pouvoir et a remis en question les fondements mêmes des 7 sœurs, c'est-à-dire leur capacité à fixer les prix. En 1955, à la conférence de Bandung, le tiers-monde fait son apparition sur la scène mondiale. Une trentaine de pays, parmi lesquels les principaux pays producteurs de pétrole, Arabie Saoudite, Iran, Irak, etc., mettent au cœur de leur débat la maîtrise de leurs matières premières. Au même moment, dans l'indifférence générale, un géologue américain, King Huber, employé de la Shell, prédit le déclin inexorable des ressources pétrolières américaines. We have the production rate plotted against time, and initially it starts at 0 and it goes up more and more steeply. Ultimately, it'll reach some climax as the resource begins to be scarce or difficult to discover, and then it goes into a long decline, not abruptly, but gradually back to 0.
Un détail incroyable de l'histoire du pétrole est que cet homme, lorsqu'il part à la retraite, est complètement discrédité. Dans les années 70, un de ses détracteurs fit un jour cette remarque. Vous vous souvenez de ce vieux barjot qui bossait pour Shell? Ce docteur Hubert, selon qui, soi-disant, il y aurait une pénurie de pétrole aux États-Unis au début des années 70? Regardez ça, on n'en a jamais produit autant. C'était l'année du record absolu de production. Et ce qui est remarquable, c'est que ça ait pris 20 ou 25 ans pour qu'une poignée de gens se rendent compte que, contre toute attente, Hubert avait raison. En 1959, l'Union soviétique inonde le marché mondial de pétrole à bas prix. Les 7 grandes compagnies répliquent. Elles décident unilatéralement de réduire de 18 cents le prix du baril. Cette décision brutale diminue de 10% les revenus des pays producteurs, qui, indignés, se réunissent au Caire. Ça m'amusait beaucoup les débats au Congrès arabe du pétrole, surtout quand les sociétés pétrolières venaient envoyer les représentants pour expliquer aux délégués arabes qui étaient là qu'en quoi il ne faut surtout pas remettre en cause les concessions pétrolières. Parce qu'il y a ce qu'ils appelaient le caractère sacro-saint des contrats. Le caractère sacro-saint des contrats. Et que d'après le Coran, et là je ne sais pas, ils avaient sorti quelques versets du Coran, je ne plaisante pas, je dis, c'est comme ça que ça se passait, versets du Coran qui justement interdisait la remise en cause de ce caractère sacro-saint des contrats. Les contrats, comme je disais, enfin ce qu'on appelait les contrats, c'était donc papier rempli à Londres, et puis avec l'empreinte digitale de l'émir local. C'était ça les contrats. En 1960, pour obtenir l'ouverture de négociations, les pays producteurs et exportateurs créent l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, à l'initiative du Vénézuélien Pérez Alfonso et du ministre saoudien du pétrole, Abdullah Tariki. Ce que M. Tariki faisait, en fait, toutes ces idées qu'il avançait, pour l'époque, étaient considérées comme des choses vraiment révolutionnaires. Déjà, au sein des congrès arabes du pétrole, qui avaient commencé dans les années 50, il s'était fait l'avocat donc de l'augmentation du prix du pétrole. Et à cette époque-là, même une petite augmentation du prix du pétrole était considérée par les compagnies comme quelque chose de vraiment complètement ruineux pour elles. Donc l'augmentation du prix du pétrole, la création de l'OPEP dans laquelle il a joué bien sûr un rôle déterminant avec le ministre vénézuélien de l'époque, et tout ceci a fini par beaucoup embêter le gouvernement saoudien qui par ailleurs subissait les pressions évidemment de la part des Américains. De toute évidence, lors de sa création en 1960, l'OPEP n'avait guère d'influence. Et il est également vrai qu'au début des années 70, après la nationalisation de l'industrie pétrolière, qui a commencé en 1971 avec l'Irak, l'OPEP est tout à coup devenue bien plus puissante. Et les pays membres ont été capables d'affirmer leurs ambitions nationalistes. Tout cela est vrai, mais bien que l'apparition de l'OPEP ait forcément bouleversé la manière dont les géants du pétrole conduisaient leurs affaires, on oublie parfois à quel point ils n'ont cessé d'opérer la main dans la main avec l'OPEP. Mais l'OPEP était alors beaucoup trop faible et dépendante de l'Arabie saoudite pour contrer la puissance des compagnies pétrolières occidentales. Pendant près de 50 ans, celles-ci ont imposé un prix du pétrole tournant autour de $1 le baril. Elles ont assuré à l'Occident une croissance et une prospérité à bon marché. Le 6 octobre 1973, le jour de la fête de Kippour, l'Égypte et la Syrie, aidés par des conseillers militaires soviétiques, attaquent par surprise Israël. L'Amérique se porte à son secours. Le 16 et 17 octobre, les pays arabes, membres de l'OPEP, réagissent en décrétant un embargo sur les livraisons de pétrole à destination de l'Occident. La panique s'empare des pays consommateurs.
Dans l'opinion occidentale, les pays arabes sont violemment attaqués. En fait, la crise pétrolière du début de 1970 n'a pas commencé avec l'embargo arabe sur le pétrole en octobre 1973. Elle n'a pas commencé avec l'augmentation des prix du pétrole de décembre 1973. En fait, elle avait commencé en 1971, quand aux États-Unis, des pénuries de produits pétroliers ont commencé à se manifester. Ceux qui ne sont pas très jeunes se rappellent très bien de cette période. Des queues commençaient à se former en Amérique, aux stations d'essence, des usines ou des écoles qui fermaient parce qu'il n'y avait plus suffisamment de fuel ou de gasoil pour assurer le chauffage. Donc c'était dans la période de froid. Et donc il y avait alors aux États-Unis, il y avait une espèce qu'on appelait crise pétrolière. Donc crise pétrolière générée par un manque de produits pétroliers. D'où vient ce manque? Alors là, ça reste un mystère. Le président Nixon commande une enquête sur l'état réel des réserves américaines. C'est James Atkins qui en sera chargé. Donc, je me suis rendu dans tous les États américains producteurs et j'ai expliqué que je n'avais pas l'intention de faire un scandale public, que la presse n'en saurait rien, mais que le gouvernement américain m'envoyait pour déterminer combien de pétrole les États-Unis étaient en mesure de produire réellement. C'était une information que le gouvernement devait détenir, c'était une question de sécurité nationale. Eh bien, il s'est avéré que nous n'avions aucune capacité de réserve, aucune. La situation était très critique. Donc, j'ai dû présenter ces résultats à l'OCDE. Et je ne leur ai pas caché la vérité. J'avais fait des petits tableaux et je leur ai dit « Bon, jusqu'ici, nos chiffres étaient trompeurs, mais j'ai trouvé où était l'erreur. Et les chiffres que je vous donne aujourd'hui sont les bons. Nous ne sommes pas en mesure de produire plus de pétrole que ceux que nous produisons à l'heure actuelle. Nous allons donc devoir faire avec et notre production ne va faire que diminuer. » Et c'est là que la commission, la fameuse task force, comment il l'appelle, formée par Nixon, sous la houlette ou sous la direction de M. James Atkins, a publié son rapport qui s'appelle Projet Indépendance. Donc un rapport qui, après avoir étudié la situation, ils ont sorti avec un rapport pour dire que c'est dans notre intérêt d'assurer l'indépendance énergétique à 100% des États-Unis. America's energy demands have grown so rapidly that they now outstrip our energy supplies. As a result, we face the possibility of temporary fuel shortages and some increases in fuel prices in America. This is a serious challenge, but we have the ability to meet it. If our energy resources are properly developed, they can fulfill our energy requirement for centuries to come. Donc, ce qui implique une augmentation des prix du pétrole. Et ce M. Atkins, qui était à Alger, que j'avais rencontré pour la première fois, et quand il était de visite à Alger pour autre chose, alors les responsables algériens lui disent, enfin, vous vous occupez du pétrole en Amérique, on a un congrès arabe de pétrole ici, si vous voulez vous adresser au congressiste, vous êtes les bienvenus. Il est venu, j'étais assis là avec tous les autres. Enfin. Et puis M. Atkins qui va à la tribune, il prononce un mot, et puis il dit, je vous comprends très bien, certains pour vous sont contents que l'Irak ait nationalisé son pétrole. Je comprends très bien vos sentiments nationalistes. Je comprends que certains d'entre vous veulent augmenter le prix du pétrole. Et je sais que certains d'entre vous pensent à un prix du pétrole qui serait de 4 ou 5 dollars le baril. Mais alors, parler de 4 ou 5 dollars le baril de pétrole en juin 1972, mais pour tout ce qui était là, c'était une révélation, c'est pas possible. C'est la première fois qu'on entendait ce chiffre-là. Ce n'est pas tout à fait vrai. J'avais dit publiquement aux États-Unis, avant de partir pour Alger, que le prix du pétrole était trop bas et qu'il fallait l'augmenter, car les ressources étaient limitées. Et avec des prix aussi bas, la demande grandissait de manière inquiétante. Pas de nouveaux gisements et pas assez d'argent pour en trouver de nouveaux si le prix du pétrole restait aussi bas. Donc, le prix du pétrole allait forcément remonter. Every time Dr. Henry Kissinger comes to Saudi Arabia, dans les années 70, quand le docteur Henry Kissinger venait en Arabie Saoudite, il allait rendre visite au roi Faisal. Le roi demandait à Kissinger, « S'il vous plaît, quand vous irez à Téhéran,
demander au Shah d'arrêter d'utiliser son pouvoir pour augmenter le prix du pétrole. Et Kissinger, tout sourire, répondait « Je vais faire de mon mieux ». Un jour, le roi Faisal m'a envoyé voir le Shah d'Iran pour lui demander sérieusement de calmer le jeu. Le Shah m'a dit « Pourquoi vous ne voulez pas augmenter le prix? Vous voulez faire plaisir aux Américains? Ce sont les Américains qui veulent monter les prix. Allez donc le demander à Henry Kissinger. » Quand j'ai rapporté notre conversation au roi Faisal, il s'est rendu compte que c'était Henry Kissinger qui était derrière tout ça. Après ça, le roi n'a plus jamais abordé la question du prix du pétrole avec Henry Kissinger. On a tout fait pour que cette initiative d'augmentation des prix qui est venue des Américains pour des raisons bien précises, on impute alors la responsabilité aux pays arabes, c'est plus commode, ça passe mieux dans l'opinion occidentale, et c'est comme ça qu'on a vécu sur un mythe pendant très longtemps, un mythe entre autres. L'embargo restera fictif, et l'Amérique, en pleine guerre du Vietnam, n'en subira jamais les effets. L'Arabie saoudite a été la cible d'attaques très virulentes de la part de 2 sénateurs importants qui étaient profondément anti-arabes. J'ai demandé la permission de les mettre au courant de ce qui se passait véritablement afin qu'ils cessent leurs attaques contre l'Arabie saoudite. Donc, c'est ce que j'ai fait et je leur ai dit, écoutez, vous ne connaissez pas les faits. En fait, le pétrole saoudien transite par Bahreïn avant d'être expédié directement vers le Vietnam sur des tankers américains ou étrangers, peu importe. L'essentiel dans cette histoire est que nous n'avons jamais manqué de pétrole au Vietnam. Il fallait absolument que les sénateurs se taisent. Personne ne devait apprendre que les Saoudiens brisaient le front commun décidé par l'OPEP contre les Américains. Mais tout s'est bien passé. Il n'y a jamais eu de fuite. En réalité, pour les sociétés pétrolières, la hausse du prix du baril est une formidable opportunité. Elle leur permet de trouver des financements nécessaires au développement de l'exploitation du pétrole offshore en mer du Nord, tout en continuant à s'approvisionner à bas prix au Moyen-Orient. À l'issue du premier choc pétrolier, plus personne ne croit que le pétrole puisse redevenir bon marché. Le monde entier vit dans l'attente des décisions de l'OPEP. Grâce à ses revenus pétroliers, le régime du Shah est devenu la première puissance économique et militaire de la région. Pour Nixon et Kissinger, l'Iran est le gendarme du Golfe. Mais la volonté de puissance du Shah va le perdre. La dernière fois que j'ai rencontré le Shah d'Iran, il n'était plus le même. Ce n'était plus l'homme que j'avais connu. Il s'est mis à me raconter comment il allait envahir tous les pays arabes et le Golfe en une seule journée. Je vais faire ci, je vais faire ça. J'étais stupéfait. Je me suis alors rendu à Jeddah, en Arabie Saoudite. À cette époque, l'ambassadeur américain était un bon ami à moi, Jim Akins. Alors, au cours d'une promenade, je lui ai raconté en tant qu'ami mon entretien avec le Shah. Et je lui ai confié 2 choses. D'abord, je lui ai dit que le Shah d'Iran était devenu mentalement dérangé. Et ensuite, qu'une révolution était imminente car il ne pouvait plus gouverner. En 1979, la prise de pouvoir de Khomeini, qui dénonce la corruption des monarchies du Golfe, menace de déstabiliser le Moyen-Orient. Au même moment, l'armée soviétique entre en Afghanistan. Le président Jimmy Carter décrète un embargo sur le blé et le matériel sensible livré à l'Union soviétique. En Iran, la révolution se radicalise. Les États-Unis semblent complètement impuissants face à la prise d'otages dans leur ambassade à Téhéran.
L'entrée en fonction de Ronald Reagan, en janvier 1981, est marquée par la volonté politique de restaurer la puissance américaine. L'affrontement Est-Ouest est alors à un niveau d'intensité rarement atteint depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Une fois de plus, le pétrole, mais aussi le gaz, vont être les armes décisives dans la partie de bras de fer qui va opposer les deux grands. L'Union soviétique va en faire les frais. Ce qui préoccupe Ronald Reagan, c'est le projet de construction d'un gazoduc qui doit alimenter l'Europe en gaz soviétique. Les Européens sont sur le point de le cofinancer. Lors de sa première rencontre avec les chefs d'État européens à Ottawa, Ronald Reagan leur demande de surseoir à ce projet. Schmitt refuse, François Mitterrand temporise. Selon mes calculs de l'époque, si le pipeline transsibérien, qui devait alimenter l'Europe, avait été financé et construit, la dépendance des pays de l'Europe de l'Ouest vis-à-vis du gaz soviétique aurait augmenté d'environ 65%. Pour l'Autriche, une partie de l'Allemagne et plusieurs autres pays, la dépendance aurait été de 100%. Donc, sur l'ensemble de l'Europe, on parlait de 65%, ce qui représentait à mes yeux une carte maîtresse pour Moscou. Les Russes auraient pu utiliser ce moyen de pression en cas de regain de tension ou en profiter juste pour gêner l'OTAN, s'ils l'avaient jugé utile. La proclamation en 1981 de l'état de guerre en Pologne radicalise les deux camps et renforce l'intransigeance de Reagan. Our sanctions against the military dictatorship that has attempted to crush human rights in Poland and against the Soviet regime behind that military dictatorship clearly demonstrated to the world that America will not conduct business as usual with the forces of oppression. Les Européens se désolidarisent des États-Unis. Ils ont besoin du gaz soviétique pour faire tourner leur économie. En 1981, nous avions été appelés à décider à l'échelle européenne à décréter un embargo face à l'Union soviétique à cause de l'état de guerre décrété en Pologne, à l'époque contre Solidarność. Et j'étais témoin à l'époque à Bruxelles, où nous sommes partis dans les discussions sur une longue liste, je dirais magnifique presque, d'embargo, et qui a été réduit par les uns et par les autres, par tous les acteurs européens, où chacun enlevait de cette liste les matières sensibles pour lui, en faveur de lui, desquelles il pensait qu'il fallait garder certaines ouvertures face à l'Union soviétique. Et ce qui est marrant, nous avons décidé finalement une liste qui était beaucoup plus réduite à la liste initiale proposée par la Commission. Washington poursuit son offensive. L'équipe de Reagan s'intéresse aux travaux de Roger Robinson, alors jeune banquier proche de David Rockefeller, qui travaille sur l'économie et les finances soviétiques. Il est convoqué à la Maison-Blanche. C'est lui qui trouve la faille et élabore la stratégie qui va provoquer l'effondrement de l'Union soviétique. L'URSS, en ce temps-là, avait un revenu annuel de devises étrangères de tout juste 32 milliards de dollars par an. Si vous réfléchissez un peu à ce montant, cela représente environ un tiers des revenus annuels de General Motors ou d'Exxon à la même époque. Un tiers du chiffre d'affaires d'une grande compagnie américaine. Et de l'autre côté, avec cette même somme d'argent, il régnait sur un empire qui s'étendait de la Havane à Hanoï. Je suis allé à la Maison-Blanche et le juge Clark m'a posé une question toute simple. Il m'a demandé « Que feriez-vous si vous travailliez ici ?» Et j'ai dit « Eh bien, je suis ravi que vous me posiez cette question parce que justement, j'ai un plan. » Et je lui expliquais comment limiter la dépendance de l'Europe de l'Ouest vis-à-vis du gaz soviétique en bloquant les lignes de crédit nécessaires à la construction de ce pipeline, en resserrant les contrôles technologiques, tout cela pour essayer de faire baisser le prix du pétrole. Parce que, à ce moment-là, chaque fois que le prix du baril de pétrole chutait d'$1,
l'URSS perdait entre un demi-milliard et $1 milliard de bénéfices. En clair, j'ai dit au président, si on compare ce que son vaste empire coûte à l'URSS, c'est-à-dire entre 15 et 17 milliards de dollars par an, et là je ne parle que des devises étrangères, pas du budget total. Donc, si on compare à ce que l'URSS emprunte par an, on retrouve à peu près la même somme. On peut donc en déduire qu'en réalité, les gouvernements de l'Ouest et les banques financent annuellement 100% du coût de ces pays satellites. Et je ne lui ai pas dit 10%, mais bien 100%. Ce constat fut le point de départ de discussions qui ont duré à peu près un mois. Le président a alors clairement exprimé à son conseiller de la sécurité nationale, Bill Clark, sa volonté de poursuivre ce plan secret en bloquant les devises étrangères finançant l'Union soviétique. Et je me souviens encore de sa sortie à l'époque. Ce n'est peut-être pas exactement ce qu'il a dit mot pour mot, mais c'était quelque chose du genre « Je me fiche de comment vous y arrivez, mais faites-le ». La tension Est-Ouest est exacerbée par l'installation des missiles américains Pershing en Europe face aux SS-20 soviétiques disposés en Allemagne de l'Est. Reagan prend la décision d'imposer un embargo total sur le projet de gazoduc soviétique. Eh bien, une fois tout le monde assis autour de la table, il y a eu un long silence. Le président a déclaré « OK. Les Soviétiques peuvent bien avoir leur fichu pipeline. » Dans la salle, il y a eu un soupir de soulagement. Cette folie de vouloir empêcher le pipeline de Sibérie de fonctionner à plein régime était terminée. Et nous pouvions enfin renouer avec nos alliances financières en toute tranquillité. Et on a pu entendre tout le monde, enfin la plupart des gens, pousser un soupir de soulagement. Puis le président a repris la parole, il a tapé du poing sur la table et il a dit « Mais pas avec du matériel américain, pas avec la technologie américaine. » Toute la salle était sous le choc. Et Bill Clark a dit « Le président vient de décider. » C'est un régime à l'agonie, affaibli, qui doit faire face à l'offensive américaine. Brejnev meurt en 1982, après 17 années de pouvoir. Yuri Andropov, son successeur, disparaît en 1984. Konstantin Tchernienko, désigné pour lui succéder, meurt en 1985. Gorbatchev arrive au pouvoir alors même que Washington a ouvert un nouveau front. En effet, dès 1984, Reagan a demandé à son ami William Casey, directeur de la CIA, de négocier dans le plus grand secret avec les dirigeants saoudiens. Au terme de longues et difficiles négociations, un accord est enfin conclu en 1985 lors de la première visite d'État du roi Fahd à Washington. Comment agissait Reagan? Il a convaincu le roi d'Arabie Saoudite de mettre plus de pétrole sur le marché pour faire baisser les prix. Ainsi, notre principale source de devises a-t-elle chuté des 2/3. C'est tout. Non, on travaillait pour Casey, c'était ça le plan, faire tomber l'Union soviétique en incitant tout bonnement les Saoudiens à la surproduction. Regardez la production d'un grand gisement comme Ghawar. Ils ont inondé le marché avec leur pétrole, en sapant l'économie soviétique, parce que l'économie soviétique était artificielle. Elle dépendait du pétrole, elle dépendait de la vente d'un pétrole relativement cher. C'est nous qui avons mis à genoux l'économie soviétique. L'Arabie saoudite a joué un rôle déterminant. Au même moment, il y avait une guerre en Afghanistan qui pompait la trésorerie soviétique et faisait aussi baisser le prix du pétrole. Et tout ce pétrole bon marché a permis de gonfler l'économie américaine sous Reagan.
C'est avec Reagan que l'économie est repartie. Crédit à taux bas, argent pas cher. Casey et Reagan étaient associés. Et puis il y avait toutes sortes d'actions secrètes que nous menions depuis l'Arabie Saoudite. C'était l'union parfaite pour tous les néoconservateurs. La situation est devenue extrême lorsque notre monnaie a perdu les 2/3 de sa valeur à cause de la chute des cours du pétrole. J'ai été obligé de prendre des risques dans cette situation. Nous avons dû puiser dans nos réserves d'or et de devises. Un montant si élevé qu'à la fin, nous avons tout dépensé. Cet afflux de pétrole bon marché incite les pays arabes de l'OPEP à augmenter artificiellement de 65% le montant de leurs réserves, soit 300 milliards de barils fictifs. Personne alors ne connaît l'état réel des réserves mondiales de pétrole. En 1984, au sein de l'OPEP, le Koweït donnait un chiffre de 65 millions de barils et ça restait cohérent avec la tendance sur le long terme. Et soudain, en 1985, ils ont ajouté 50% à leur chiffre. Rien n'avait changé sur place dans les gisements pétroliers. Seuls les chiffres avaient changé, et cela pour la simple raison que les quotas imposés par l'OPEP étaient fondés sur les réserves déclarées. Donc, plus vous déclariez, plus vous aviez le droit de produire et plus vous pouviez faire d'argent. Le Koweït trichait sur les règles du jeu, et ce fut d'ailleurs une des raisons du conflit avec l'Irak. Et puis, 2 ans plus tard, ils ont annoncé une petite augmentation de 90 à 92. Et ça a vraiment énervé les autres membres de l'OPEP. Abu Dhabi s'est mis à dire, si vous en êtes à 92, eh bien nous aussi. Et on est parti de 31. L'Iran a dit, eh bien nous sommes encore plus forts. Nous avons augmenté de 49 à 93. Et Saddam Hussein les a écrasés tous les deux avec 100 en partant de 47. Le Venezuela, de son côté, a fait un bond de 25 à 56 en comptabilisant les pétroles lourds qui n'avaient pas été pris en compte auparavant. Mais l'Arabie Saoudite avait un souci parce qu'ils avaient déjà annoncé plus que le Koweït dans leurs chiffres. Donc, ils ne pouvaient plus augmenter. Donc, ils ont réfléchi pendant 2 ans et puis ils ont déclaré une augmentation massive de leurs ressources et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 300 milliards de barils fictifs. Et pendant 1 an ou 2, personne n'a pris ces chiffres au sérieux. Mais, au fil des années, il y avait ce journal spécialisé qui publiait les chiffres annuels des réserves par pays, et chaque année, la BP publiait son livre de données statistiques et les chiffres restaient. Et ce n'était pas 260 000, c'était 261 217. Et ils étaient si détaillés qu'on y croyait presque. Pricewaterhouse vient juste de faire l'audit de ces chiffres. Les Américains n'ont aucune idée des réserves saoudiennes. Les informations en provenance de Dhahran sont strictement contrôlées. Si on parle des nouveaux gisements de pétrole, il faut savoir que la 3D et les relevés sismiques et tout le reste sont précieusement gardés en Arabie Saoudite. Il n'y a pas d'estimation globale des réserves de pétrole saoudiens. Les Saoudiens assurent qu'ils ont plein de ressources, plein de nouveaux gisements. Kawar est à sec? Pas de problème. Il reste encore un peu de pétrole de ce côté-là. Et donc ils vont se rabattre sur ces anciens gisements et tout ira très bien pour eux pendant encore 50 ans. On n'a jamais demandé à la CIA d'espionner les réserves de pétrole. C'était du domaine du possible, mais on ne leur a jamais demandé de le faire. Dans la pratique, le département d'État va voir le gouvernement du Koweït ou d'Arabie Saoudite et demande « Combien de pétrole avez-vous » Les Saoudiens leur tendent un bout de papier « Merci beaucoup » et c'est avec ça qu'on fait les estimations. En 1986, le prix du baril de pétrole a chuté à 7 $. Le vice-président Bush, hostile au plan Reagan, s'inquiète de ses conséquences pour l'industrie pétrolière américaine. Il se rend en Arabie Saoudite pour convaincre le roi Fahd de faire remonter le prix du baril. Le monde pétrolier a trouvé son porte-parole. 2 ans plus tard, il aura son président à la tête du pays. En 1988, au terme de sa guerre contre l'Iran, Saddam Hussein est complètement ruiné.
Après avoir été le bras armé du monde arabe contre la menace iranienne, il se voit refuser toute aide financière de la part des monarchies du Golfe, notamment du Koweït. Le 3 août 1990, il décide d'envahir ce pays qu'il a toujours considéré comme une province irakienne. La falsification des chiffres opérée en 1986 par les pays arabes sur le montant de leurs réserves réelles leur confère désormais une importance stratégique accrue. On ne savait pas si Saddam Hussein allait traverser la frontière et s'accaparer des puits de pétrole à l'est de l'Arabie Saoudite. We're in a determined mode. A mode that he should get out without concession. And this is the will of the world body. This is the will of the entire world, if you will, against this man. And he's got to understand it. So we're going to keep on repeating it. No concession, no negotiation for 1 inch of territory. And Mr. Saddam Hussein can simply do what the world is calling upon you to do. Get out. À l'initiative des États-Unis, près d'1 million d'hommes provenant de plus de 30 pays différents sont massés en Arabie Saoudite. C'est la première guerre du Golfe. La première guerre du Golfe est évidemment une guerre de protection des approvisionnements pétroliers. C'est-à-dire pour les États-Unis, indépendamment de la violation des droits de l'homme et du droit international, de la Charte des Nations Unies, etc. Saddam Hussein contrôlant la production irakienne plus la production koweïtienne, étant en position de force militaire pour imposer ses choix à l'ensemble de ses voisins, c'est pas possible. Mais parce que là, c'est lui qui fixerait les prix mondiaux du pétrole. Et on savait qu'il était plutôt dur sur cette question. Mais on peut dire que c'est pas le marché qui compte à ce moment-là, c'est le mécanisme de la sécurité des approvisionnements pétroliers, parce que là, on a, depuis la Seconde Guerre mondiale, pour la première fois, une menace réelle et non pas virtuelle sur la sécurité des approvisionnements pétroliers. Je me rappelle très bien, après la fin de cette guerre, quand il y a eu un congrès mondial du pétrole à Madrid, auquel a été invité M. James Schlesinger, qui avait occupé des postes importants au sein de l'administration américaine, dans le Carter, secrétaire d'État à l'énergie, secrétaire d'État à la défense, etc. Donc, on l'invite en sa qualité d'ancien haut responsable américain, en sa capacité aussi de consultant, puisqu'il était devenu consultant entre-temps, pour venir donner son point de vue sur la géopolitique de l'énergie dans le monde, donc après cette guerre du Golfe. Et je n'ai pas oublié cette phrase qu'il a utilisée, qu'il est difficile de l'oublier, quand il a dit textuellement, ce que l'opinion américaine a retenu de la guerre du Golfe, donc de l'invasion du Koweït et de sa libération, c'est qu'il est autrement plus facile et autrement plus amusant d'aller botter les fesses des gens au Moyen-Orient, que d'accepter les sacrifices avec des prix de pétrole élevés. Soyons clairs, les États-Unis sont accros au pétrole et tout ce qui fait obstacle à cette addiction est littéralement balayé. La CIA, la politique, la sécurité nationale, l'environnement, tout dépend du pétrole. En 2001, l'ancien ministre de la Défense de George Bush, Dick Cheney, devient vice-président de George Bush Jr. et probablement l'homme le plus puissant des États-Unis. Il arrive avec un objectif, abattre Saddam Hussein pour renforcer la sécurité des approvisionnements pétroliers américains. Jusqu'à sa nomination, il était le président d'Hallyburton, dont il a fait la première société mondiale de services pétroliers. La seule chose qui compte réellement pour Dick Cheney, c'est le profit des compagnies pétrolières. Et ce n'est pas seulement pour que ses propres actions prennent de la valeur. Il croit sincèrement que l'industrie du pétrole est un pilier de l'économie américaine et que l'Amérique est une grande nation grâce à l'industrie pétrolière. Donc, si le PDG de Exxon vient le voir et lui dit « Nous ne pouvons pas payer pour la marée noire en Alaska, c'est trop cher »,
Cheney fera toujours en sorte qu'il n'ait pas à payer. En 2001, le vice-président Cheney a réuni le groupe national de sécurité pour l'énergie. C'étaient tous ses copains. Aux États-Unis, on n'a jamais su de quoi ils discutaient. Ce n'est pas du tout surprenant. Tout se déroulait en secret. Et à l'heure actuelle, on ne sait toujours rien. Je n'ai jamais vu de procès-verbal de cette commission. Vous pouvez aller fouiller dans les documents de la CIA ou du FBI. Et vous pouvez chercher dans les rapports de la commission sur le 11 septembre. Mais vous ne trouverez rien concernant les réunions ou les accords secrets passés entre les compagnies pétrolières. Nous connaissons déjà les gens qui sont allés à la Maison-Blanche, donc nous avons leur nom. Nous savons de quelle compagnie il s'agit, nous savons qu'ils ont parlé pétrole. Mais qu'est-ce qui s'est dit exactement? Que pouvait-il y avoir de si secret qu'ils ne puissent rendre public? D'après moi, il n'y a qu'une réponse possible. Nous avons moins de pétrole que nous ne le prétendons. You know, on January 28. Vous savez, le 28 janvier 2000, moins de 2 semaines après l'entrée de George Bush Jr. à la Maison-Blanche, George Bush, the son, came to the White House. He asked for a meeting for the security. Il a convoqué le Conseil de sécurité pour parler du Moyen-Orient. To discuss the Middle East. Members of that council came knowing that les membres de ce conseil sont venus en sachant qu'ils voulaient parler du conflit arabo-israélien. Il s'assoit, il leur dit dès le début « Je ne suis pas là pour parler des relations arabo-israéliennes ». Ils étaient abasourdis. Clinton made mistakes. Il dit « Clinton a commis des erreurs, il travaillait pour les Arabes contre les Israéliens. Moi, je vais corriger cette erreur, je vais travailler pour les Israéliens et je vais leur laisser les mains libres en Palestine. » Colin Powell lui a dit « Mais si vous laissez aux Israéliens les mains libres, ils vont massacrer les Palestiniens. » Il a dit « Très bien, qu'ils le fassent. Moi, je veux vous parler de l'Irak. L'embargo ne sert à rien. Il faut que nous utilisions la force militaire. » All the decades of deceit and cruelty have now reached an end. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. Pourquoi sommes-nous allés en Irak? On m'a posé la question de nombreuses fois depuis que nous avons envahi l'Irak en 2003. Et ma réponse est la suivante. Nous sommes allés en Irak pour nous débarrasser de Saddam Hussein. Mais le lendemain, il n'était plus question que du pétrole. Absolument. Regardez, ils étaient persuadés, Wolfowitz, Cheney et les autres, qu'ils pourraient augmenter la production jusqu'à 6 millions de barils par jour. Ils croyaient réellement que les compagnies pétrolières américaines pourraient ainsi mettre la main sur ces réserves. Ils croyaient vraiment, sur la seule base de leur idéologie, qu'il leur suffisait d'envahir l'Irak pour mettre en place une démocratie à l'américaine. Ils n'ont pas imaginé un seul instant que ça pourrait devenir une démocratie à l'iranienne, ou même un gouvernement qui devrait écouter l'Iran. Pour eux, ce gouvernement allait forcément être favorable aux compagnies pétrolières américaines. Et aucun pays ne contrôle aujourd'hui le marché pétrolier. Il fonctionne comme une matière première complètement dérégulée. En revanche, les réserves de pétrole du Moyen-Orient, elles sont sous protection américaine, à l'exception de l'Iran. Ce qu'on appelle la sécurité des approvisionnements pétroliers. Quand l'Iran a réagi au contre-choc pétrolier en menaçant la circulation navale dans le Golfe, on a vu arriver la flotte de guerre américaine, française, britannique, pour dire on ne touche pas au pétrole, il y a des choses sacrées sur Terre.
Alors, il faut bien dissocier la situation entre le marché et la géopolitique. Le marché, il assure le quotidien. Et il est lié à l'offre et à la demande. Vous avez une croissance continue au début des années 2000 du prix du pétrole qui était liée à l'accroissement de la consommation des pays émergents, en premier lieu la Chine, etc. Et puis, vous avez la protection. La protection, elle est différente. Elle est dans l'idée que puisque, d'une part, les Américains sont en quelque sorte les syndics des puissances consommatrices et que donc ils assurent pour l'ensemble des pays consommateurs la sécurité des approvisionnements. Et en ce sens, nous sommes bien heureux, nous les Français, les Britanniques ou les Allemands ou les Italiens, de bénéficier de la protection américaine qui nous assure que le pétrole arrive bien de façon tangible chez nous. Mais en même temps, la protection a une valeur géopolitique. Autrement dit, moi, les États-Unis, j'ai fait passer les messages implicites aux autres. Si vous m'attaquez, je vous fais le sort du Japon et de l'Allemagne durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, je vous sors du marché. Toute personne qui attaquerait les États-Unis se trouverait expulsée du marché mondial, et en particulier des marchés pétroliers. Vous n'auriez plus un centilitre de pétrole qui viendrait vers vous. Autrement dit, vous, la Chine, vous pouvez avoir encore des centaines de milliers d'hommes, développer de l'aviation, etc. Mais pour l'instant, si vous voulez me faire la guerre, ce qui n'est pas votre intérêt de toute façon, vous n'aurez plus de pétrole dans les minutes qui suivent. Et ça, c'est du virtuel. Mais c'est un message qui est parfaitement compris, qui fait que la Chine, à la fois, bénéficie de la protection américaine, donc qu'on appelle la sécurité des approvisionnements pétroliers, mais en même temps, les États-Unis se trouvent en situation d'interdire à la Chine de lui faire la guerre. L'intervention militaire en Irak marque le début d'une nouvelle guerre des ressources. Mais c'est peut-être déjà une stratégie dépassée. Comble de l'ironie, Washington a ouvert les portes de l'Irak à l'Iran, comme le soulignent les visites répétées du Premier ministre chiite irakien à Téhéran. L'Iran pourra même bientôt être en mesure de contrôler le pétrole irakien. De son côté, la Chine a su en quelques années sécuriser ses sources d'approvisionnement partout à travers le monde, en nouant des alliances qui la mettent à l'abri des pressions américaines. Les Chinois mènent une diplomatie pétrolière planétaire qui leur confère plusieurs coups d'avance sur les États-Unis. Une véritable chasse gardée. Pékin est sur le point de prendre une position dominante sur le marché pétrolier, au moment même où le montant des réserves mondiales est au plus bas. Depuis 1964, chaque année, nous trouvons moins de pétrole. Nous avons une technologie de plus en plus performante, nous avons beau prospecter comme des malades, rien n'y fait. Nous n'en trouvons pas parce qu'il n'y en a pas. C'est impossible de le trouver parce qu'il n'est pas là. Même si la demande en pétrole restait constante au cours des 25 prochaines années, il nous faudrait quand même trouver du pétrole, environ 45 millions de barils par jour, juste pour maintenir le statu quo, pour garder un niveau de production constant. C'est un immense défi. Il nous faut trouver au cours des 25 prochaines années l'équivalent de 4 fois l'Arabie Saoudite à mettre sur le marché. Ça ne va vraiment pas être facile. Et ce sera juste assez pour compenser le déclin des gisements actuels. Le pétrole se raréfie inéluctablement. Aujourd'hui, pour 6 barils consommés, un seul est découvert. Une nouvelle guerre du pétrole a déjà commencé. Se poursuivra-t-elle en Afrique ?
Dans un instant au cinéma, Philippe Torreton incarne un homme qui part à la recherche de lui-même dans les steppes d'Asie centrale, un film de Volker Schlöndorff. Mais tout d'abord, le dessous des cartes.